J'ai une petite particularité depuis que je suis petit. Je me suis passionné pour un sujet qui est et qui a toujours été de faire tout l'inverse de ce qu'on me dit de faire. Je pense que ça parlera à certains ici. Si on est entrepreneur en général, c'est qu'on n'aime pas trop le statu quo. On a envie de changer les choses. On a envie de faire les choses un peu différemment. Moi, je suis fils de prof. Ma mère, elle a toujours représenté pour moi la discipline. Le fait de faire les choses exactement comme il faut les faire. Et moi, je n'aime pas du tout qu'on me dise comment faire. Et donc, toute ma vie, j'ai plutôt été à côté. J'ai pas travaillé à l'école. J'ai pas fait ce qu'on me disait de faire. Ça a été toujours quelque chose de très compliqué pour moi d'écouter comment faire les choses. Quand on est entrepreneur, s'il y a quelque chose qu'il faut absolument faire dès le départ, c'est de réfléchir différemment de tout le monde. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même boîte que les autres. Et donc, vous n'allez rien faire du tout. La vérité, c'est que depuis qu'on est tout petit, on nous impose tout un tas de normes et de standards. On nous met dans des boîtes. Vous arrivez au collège, si vous êtes bon en maths, vous allez au lycée général. Si vous êtes nul, vous allez en CAP. Alors que dans la réalité, pourquoi on ferait pas et des maths et de la cuisine? Et la réalité, c'est qu'au fur et à mesure de ma vie professionnelle, on m'a appris des process, comment travailler, comment réfléchir dans un framework pour prendre une décision. Et en fait, moi, j'ai jamais apprécié ça. 3 principes qui sont essentiels pour moi. La base de la base, quand on monte une boîte, c'est la compétence. Et je parle pas de la compétence, ouais, le gars, il a bossé au BCG, il est incroyable, il connaît tout sur tout, ou alors il est prof de maths, il connaît tout sur les maths. Je parle de la vraie compétence. Celle qui fait que quelqu'un apprend un sujet en 5 minutes au lieu de l'apprendre en 25 jours. Celle qui fait que quelqu'un, quand il réfléchit à un problème, il est capable d'anticiper et il est capable de se dire, je vais peut-être résoudre ce problème différemment de ce que ça a été fait depuis le départ. Ce socle de compétences-là, il est hyper important. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais chez Spendesk, qui est ma boîte d'avant, à l'époque, mon équipe faisait environ 80 personnes. Et on m'a mis un coach en management dans les pieds en me disant, oui, c'est bien, il faut faire du coaching en management. Tu vas apprendre à mieux manager. Il n'y a rien qui vous apprend mieux à manager que de gérer 80 personnes. C'est un bordel quotidien. Tout le monde a des idées différentes. Vous devez gérer des plaintes, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est quand on m'a présenté le coach en management, le gars, qui s'appelait Pierre, n'avait jamais managé de sa vie. Il n'avait jamais eu une équipe de sa vie à part un stagiaire. Et je me suis dit ce jour-là, mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas la compétence brute de manager, l'expérience, et qui en plus n'a pas l'air plus intelligent qu'un autre, m'apprenne à manager, à moi, non pas que je sois le meilleur, mais en tout cas, je l'expérimente au quotidien. Si vous n'avez pas un socle de base qui est juste le skill set, en fait, les compétences de base et une envie d'apprendre des gens, dans tous les cas, vous n'irez jamais vite. Le deuxième point qui est hyper important, c'est la responsabilité ou l'ownership, comme on dit dans les startups. L'ownership, c'est ce côté, je suis responsable de ce que je fais, mais pas seulement de ce que je fais, je suis aussi responsable des conséquences de ce que je fais. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si je suis le technicien Air France et que je visse le boulon de mon avion avant que l'avion décolle, si je le visse mal, dans une certaine mesure, l'avion tombe. C'est chiant. J'ai pas envie que l'avion tombe. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois me sentir responsable du fait que l'avion ne tombe pas. Air France, c'est formidable. Parce que Air France, comme ils ont des avions, un avion, c'est hyper structuré, on en fait des milliers tous les ans, donc on peut mettre un process en place. Vous, dans ce que vous allez faire demain dans vos boîtes, vous pourrez pas mettre de process en place. Parce qu'en fait, vous savez pas encore ce que vous allez faire, vous savez pas encore quel problème vous allez avoir à résoudre, et vous ne savez pas encore quelle solution vous allez devoir mettre en place. Donc vous pouvez pas prendre votre technicien et lui dire, tiens, regarde le boulon, tu le vises comme ça, et puis tu le mets ici. Ça fonctionne pas. Donc votre enjeu, il est de responsabiliser les gens. En tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, vous allez avoir des employés qui sont beaucoup moins intéressés par la boîte que vous. Ils aiment leur salaire, ils aiment peut-être l'aventure, ils aiment leurs collègues, mais fondamentalement, l'outcome de la boîte, s'ils sont millionnaires, c'est formidable, mais ils n'auront pas la même passion que vous pour les clients. Moi, dans ma boîte, comment je fais pour créer de la responsabilité? Je les envoie sur les conséquences de leurs actes. Par exemple, j'ai un designer, il est formidable, mais des fois, il design des trucs qui sont pas ouf. Quand on design des trucs qui sont pas ouf, le problème, c'est que le client, il n'arrive pas à utiliser le produit. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe dans une boîte normale? Il y a du support qui répond au client, qui lui dit désolé, qui met le feedback dans un Notion ou un Google Doc pour ceux qui ont Google Doc. Et en fait, la réalité, c'est que le feedback, il est jamais traité. Moi, ce que je fais, c'est que je fais l'inverse. Je laisse mon designer envoyer des mauvais designs et ensuite, je l'envoie avec le client pour regarder le design ensemble. Ça paraît bête, hein, c'est le même principe que si le technicien Air France, vous le mettez dans l'avion avec le boulon mal vissé. Si le boulon est mal vissé et qu'il flippe pendant 20 minutes parce que l'avion, il vole comme ça, je pense que la semaine d'après, il va visser le boulon correctement. Pour responsabiliser les gens, c'est vous le leader, c'est vous qui créez la responsabilité. C'est pas eux qui vont l'avoir en arrivant dans votre boîte demain. C'est à vous de les mettre dans des conditions où ils vont se responsabiliser. La compétence, la responsabilité ne serait rien sans le feedback.
Le feedback, c'est la communication. On vous apprend à l'école, on vous apprend quand vous commencez dans les boîtes, le feedback 360, le radical candor, tout un tas de frameworks et de petites boîtes pour vous aider à expliquer aux gens comment faire les choses. Ça donne le sandwich américain, le burger. Un commentaire positif, un commentaire négatif, un commentaire positif. Qu'est-ce que vous retenez de ce que je vous dis? Le début, la fin, le milieu, tout le monde va avoir oublié dans 5 minutes. C'est la même chose pour le commentaire négatif. Si je vous dis que vous êtes formidable, mais que ça, vous l'avez pas très bien fait, mais que quand même, ça va être bien, bah en fait, vous avez complètement oublié que je vous avais dit que quelque chose était négatif. Et donc, ce qui est très important dans un système comme celui qu'on essaye de créer, c'est d'avoir un feedback qui est instantané, le plus rapide possible, et surtout, si possible, un feedback qui n'est pas fait par une personne, mais un feedback qui est fait par une situation. Si je reprends mon technicien d'Air France, et que le technicien, quand il visse mal le boulon, tout le monde panique dans l'avion parce que le boulon se détache. Ce technicien, il a un feedback qui a beaucoup plus de valeur que son manager qui lui dit « Ah ben non, regarde, t'as mal vissé le boulon. » C'est moins paternaliste, etc., etc. Donc c'est à vous, de avoir le courage de donner le feedback, ce qui n'est pas simple mais qu'il faut faire, mais de mettre les gens dans une situation où le feedback, ils l'ont directement de la situation. Ce que je vous dis, c'est pas que tous les process sont achetés. C'est pas du tout le sujet. C'est pas non plus que tous les frameworks sont achetés et qu'il ne faut jamais prendre un framework qui vient de quelque part. Demain matin, quand quelqu'un va vous amener la nouvelle façon de faire quelque chose, en vous disant « Regarde, moi j'ai fait ça, c'était incroyable. Étape 1, étape 2, étape 3, et ensuite tu es millionnaire et tu as levé tes fonds. » Je vous demande de faire 3 choses. La première, c'est de vous demander pourquoi vous essayez d'optimiser. Que ce soit un process ou que ce soit un framework. Mais il y a un sujet, c'est cette personne, elle me résout un problème. Quel est ce problème? Qu'est-ce que j'essaie réellement de faire demain? La deuxième chose, c'est qui a créé ce process? Dans quel contexte? Et pourquoi? Et la troisième chose que je vous demande de faire demain matin, c'est de challenger la norme. C'est de vous dire, OK, tout le monde fait comme ça depuis une éternité. Je vais donner un exemple tout bête. Sam Altman, quand il a créé OpenAI, il y avait Google chez DeepMind, il faisait des trucs extraordinaires. Sam Altman, il a dit, mais non, on va faire quelque chose de complètement différent. On va prendre l'intelligence artificielle, on va lui filer 2 milliards, de dollars de data, et vous allez voir, on va réussir à la rendre beaucoup plus intelligente. Je vous résume le sujet, mais c'est un peu ce qu'il a dit à l'époque. Tout le monde lui a rayonné, n'empêche qu'aujourd'hui, OpenAI, c'est les meilleurs. DeepMind, on les voit plus. Et c'est un peu ce que je vous dis, c'est pas parce que tout le monde a toujours fait les choses d'une certaine manière que vous, demain matin, en les faisant de la même manière, vous allez gagner. C'est même plutôt en faisant l'inverse. Merci beaucoup.